Alors, bonjour, bienvenue dans ce premier cours en ligne de révision en physique. Donc, dans ce premier cours, nous ferons une révision du premier chapitre de l'année qui porte sur la réflexion. Évidemment, l'objectif ici n'est pas de revisiter en grand détail tous les concepts, toutes les notions que nous avons étudiées lors du premier chapitre. C'est de faire un survol très rapide des principaux thèmes, des notions les plus importantes et également de les démontrer à l'aide de quelques exemples. Donc, si jamais vous voulez vraiment avoir plus d'informations, plus de détails, ben, je vous invite à communiquer avec moi pour qu'on puisse là, regarder ça de façon là, plus approfondie. Mais évidemment, l'objectif de cette vidéo est plus, et de ce cours est plus de faire un survol, de se rappeler, de se mémoriser des grands concepts et ensuite de les pratiquer là, de façon là, assez explicite. Voilà. Donc, passons justement à certains des concepts que nous avions étudiés lors de notre chapitre sur la réflexion, à commencer par le premier, bien sûr, qui est la loi de la réflexion, c'est-à-dire comment est-ce qu'un rayon lumineux réfléchit lorsqu'il frappe une surface réfléchissante. Eh bien, on avait étudié à l'époque, on a fait de nombreux parallèles, entre autres avec des rebonds de balles et puis tout ça. On avait compris que le rayon va toujours réfléchir avec un angle qui est égal à son angle d'incident. Et évidemment, ces angles-là sont mesurés par rapport à une droite imaginaire perpendiculaire à la surface réfléchissante, au miroir, donc qu'on appelle la normale. Et donc, l'angle d'incidence que forme le rayon incident au miroir par rapport à la normale sera égal à l'angle de réflexion. Et comme on se rappelle à l'époque, ce n'était pas un résultat qui était particulièrement surprenant, c'est un résultat qui était somme toute assez intuitif. Donc, c'est la loi de la réflexion. Donc, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et ce résultat-là, bien sûr, était très important parce que déjà, il nous permettait assez rapidement d'être capable de tracer des trajectoires de rayons lumineux lorsque ceux-ci frappent des miroirs. Et ça nous permettait déjà là, d'envisager un peu là, certaines trajectoires. Mais évidemment, on a bonifié, si vous voulez, notre compréhension de ces phénomènes-là, notamment en introduisant le concept de champ de vision. Donc, le champ de vision, c'est l'espace maximal que peut voir donc, un observateur à l'aide d'un miroir, à l'aide d'une surface réfléchissante. Et ce qu'on avait expliqué à l'époque, c'était que pour ce champ de vision, ben, une des façons de l'obtenir, c'est en traçant des rayons qui partent, qui quittent donc l'œil de l'observateur et qui vont frapper donc les extrémités du miroir et pour lesquels donc on trace les rayons réfléchis en respectant toujours la loi de la réflexion. Et si on fait ça aux deux extrémités du miroir, bien, on vient de définir en quelque sorte l'espace maximal visible. Et cet espace maximal-là se retrouve donc entre les deux derniers rayons que j'ai tracés, donc entre les deux derniers rayons qui proviennent du miroir, qui ont été réfléchis sur le miroir. Et c'est cet espace qu'on nomme le champ de vision. Donc, tout ce qui se retrouve à l'intérieur de cette zone-là est visible par l'observateur dans le miroir. Évidemment, si on place un objet devant l'observateur, il va être en mesure de le voir. Mais qu'est-ce qu'il voit dans le miroir? Donc, ce qu'il voit dans le miroir, c'est ce qui se retrouve entre les deux rayons qu'on a tracés. Et donc, c'est ce qui constitue le champ de vision. On va voir qu'il y a d'autres façons également d'obtenir ce champ de vision-là. Et ça passe par le dernier concept en lien avec la réflexion dans un miroir plan qui était particulièrement important. Et j'ai nommé donc la formation des images dans le miroir plan. On avait compris que ces images-là, donc, elles sont, si vous voulez, on peut les imaginer comme étant la réflexion, la symétrie d'un objet par rapport au miroir, donc par rapport à l'axe que constitue le miroir. Donc, par exemple, ici, si notre objet est l'étoile, en faisant la réflexion, la symétrie de cet objet-là par rapport à la surface du miroir. Très important de se rappeler que la réflexion se fait toujours par rapport à la surface ici, et non pas par rapport au trait hachuré qui désigne simplement, euh, par convention, là, que c'est ça un miroir. Donc, par rapport à la surface, on mesure les distances entre
donc la pointe de l'objet ici, la pointe de l'étoile et le miroir, et on reproduit cette distance-là de l'autre côté. Et donc, en faisant ça, par exemple, pour les différentes pointes, ben, on obtient l'image là, de notre étoile de l'autre côté. Et ce que ça nous permettait de faire, ça, c'était de ensuite tracer des rayons qui relient l'observateur à l'objet. L'observateur qui est ici, lui, regarde dans le miroir. Donc, il regarde l'image, mais l'image dans le miroir. Donc, si on veut savoir, si on veut diriger son regard, si vous voulez, à l'aide de rayons, ben, on va le diriger vers les 4 extrémités, les 4 pointes de l'étoile qui se situent au niveau de l'image. Et ensuite, ce qu'on peut faire, donc la première partie de nos rayons qui est tracée jusqu'au miroir, ben, constitue des rayons lumineux. Ce qui se retrouve derrière le miroir, ce sont des prolongements pointillés. À partir des 3 points, des 4 points d'impact plutôt des rayons sur notre miroir, on peut relier ces 4 points d'impact-là aux 4 pointes de notre étoile et donc de l'objet. Et ainsi, on obtient la trajectoire de rayons lumineux qui partent de l'objet, frappent le miroir et s'en vont à l'observateur. Et chacun de ces 4 rayons-là respecte intégralement la loi de la réflexion. C'est-à-dire que si on avait à tracer et à mesurer les angles par rapport à la normale pour chacun des 4 angles formés, on respecterait en tout point la loi de la réflexion. Et pourtant, on n'a pas eu besoin de calculer quoi que ce soit là, avec les angles. Tout simplement en utilisant le principe de l'image, on a obtenu cette chose-là. Pour conclure sur la révision de la réflexion dans un miroir plat, on avait également étudié à l'époque que dans ce schéma ici, bon, clairement, on a défini un observateur, on a défini un objet et son image. Mais en termes physiques, si on fait l'abstraction de cette situation-là, ça n'a pas vraiment d'importance qui regarde qui. Nous, c'est clair que l'observateur regarde l'image ou regarde l'étoile, mais ça pourrait bien être l'inverse. Donc, l'étoile qui regarde l'observateur. Et donc, une des choses qu'on aurait pu faire ici, c'est non pas tracer l'image de l'objet, de l'étoile, mais de tracer l'image de l'observateur. Et pour tracer l'image de l'observateur, il faut encore faire une symétrie. Et cette symétrie-là se fait toujours par rapport à l'axe qui est la surface du miroir. Et vous avez vu ici que je me suis permis d'allonger donc l'axe du miroir, puisque cet axe de symétrie-là est infini. Le miroir n'est pas infini, mais l'axe lui-même, qui nous permet de faire les réflexions, est infini. Donc, je peux faire la réflexion ici par rapport à cet axe-là, mesurer la position de l'œil par rapport à l'axe et reproduire ça de l'autre côté. Et j'aurais donc pu obtenir exactement les mêmes rayons en traçant l'image de cet observateur et en reliant ensuite donc cette image à l'objet, à l'étoile, et en complétant en sens inverse les rayons qui se dirigent jusqu'à l'observateur. Donc, bien important de comprendre que dans une telle situation, peu importe qui est l'observateur, qui est l'objet observé, on est capable de tracer ici des situations dans les deux sens. Donc, pratiquons un peu ces principes-là à l'aide de 2 exemples, si vous le voulez bien. On va se rendre ici dans mon logiciel OneNote pour que je puisse vraiment vous démontrer ici tout cela en fonction. Et donc, première situation très très simple où on cherche à déterminer le champ de vision, si vous voulez, là, on dit ici le champ du miroir, mais le champ de vision de l'observateur, donc à l'aide du miroir. Et évidemment, il y a présence d'un obstacle ici. Il faut tenir compte de ce que l'obstacle cache à l'observateur. Donc, il y a plusieurs façons ici de résoudre, de tracer ici les rayons qui vont nous permettre de définir le champ de vision. Je ne prétends pas vous offrir la meilleure méthode, elles sont toutes équivalentes, mais sachez qu'il y en a plusieurs. Et donc, pour ma part, ici, si je veux faire ça, la première chose que je vais faire, c'est de tracer l'image de l'observateur. Donc, c'est-à-dire que je vais aller prolonger ici l'axe de symétrie que constitue mon miroir. Donc, vous voyez ici, je vais tracer une ligne sur mon miroir pour prolonger l'axe de symétrie. Et je vais aller donc mesurer la distance entre mon axe ici et l'observateur. Donc, sur ma règle, qui est graduée dans une graduation là, approximative. Donc, j'ai une graduation complète, 2 graduations complètes, 3 graduations complètes, plus une sous-graduation.
donc de l'autre côté. Donc, je peux faire la même chose. Une graduation complète, deux graduations complètes, trois graduations complètes, plus une sous-graduation là, qui serait environ ici. Voilà, j'ai mis mon petit point. De sorte que, si je fais disparaître ma règle, l'image de l'observateur serait environ là. Je pourrais la tracer à peu près ici. Évidemment, avec une règle sur papier, là, c'est peut-être plus évident là, de faire ça que directement là, à l'œil. Ben, pas à l'œil, mais avec une règle moins, peut-être moins clairement graduée, du moins. Et donc, l'image ici de l'observateur, donc ça, c'est notre observateur. Je vais écrire son nom, observateur. Et donc, ça, c'est l'image de l'observateur. Donc, image, voilà, image observateur. Je vais mettre OBSV et non pas juste OBS qui nous pourrait nous mélanger avec l'obstacle. Donc, l'image de l'observateur ici. Cette image-là va me permettre de tracer d'abord les deux limites du champ de vision telles que définies par le miroir. Donc, ce que j'entends par là, c'est que l'observateur, l'image de l'observateur qui est placée ici, je peux aligner donc cette image avec les extrémités de mon miroir ici, et donc tracer le rayon qui va rejoindre l'extrémité ici et qui se rend jusqu'à l'image de notre observateur en pointillé, bien sûr, puisque c'est un prolongement. Je peux faire ça à une extrémité, je peux faire ça également à l'autre. Donc, je peux aller aligner ici mon rayon avec l'image de l'observateur ainsi que la pointe de mon miroir. Et donc, je vais tracer ici trait plein jusqu'au miroir, trait pointillé jusqu'à l'observateur. Et voilà. Donc, j'ai les limites ici de mon champ de vision. Il me reste, par contre, à tracer ce que l'obstacle, ou à définir ce que l'obstacle cache. Et qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser ça? On va faire exactement le même principe qu'on vient d'employer pour les limites du champ de vision avec le miroir, mais on va le faire ici pour l'obstacle. C'est-à-dire qu'on va aller relier les extrémités de l'obstacle à notre observateur ici. Donc, je vais prendre l'extrémité de l'obstacle, je vais l'aligner avec l'observateur et je vais aller tracer en trait plein, donc jusqu'à mon miroir, trait pointillé jusqu'ici. Et donc, même chose de l'autre côté. Donc, à l'autre extrémité de l'obstacle, trait plein jusqu'au miroir et trait pointillé jusqu'à l'image de l'observateur. Ce que je pourrais faire pour conclure, c'est de relier les 4 rayons qui frappent le miroir au véritable observateur et non pas à son image. Donc, vous voyez ici, je pourrais relier là, directement celui-là comme ça. Ensuite, celui-là ici, à peu près comme ça. Le dernier ici, comme ça. Et chacun des rayons que je trace au point d'impact avec le miroir, évidemment, je ne le ferai pas ici en détail, mais si je traçais la normale à chacun de ces points d'impact, j'observerais systématiquement que les rayons respectent la loi de la réflexion. Et pourtant, je n'ai eu aucunement besoin de tracer les angles, de mesurer les normales, de tracer les normales, mesurer les angles et tout le tralala. Donc, en somme, qu'est-ce que notre observateur voit ici? Évidemment, ben, il va voir donc tout ce qui était entre les deux rayons qu'on a tracé au départ, donc le premier est le rayon le plus bas et le rayon le plus haut, et il va voir tout ce qui se situe en avant de l'obstacle. Donc, en somme, on va voir tout ce qui est ici, sur les côtés, ne verra pas donc derrière l'obstacle, on va voir la même chose ici, donc l'autre côté comme ça, et également, il va voir devant l'obstacle comme ceci. Donc, tout ce qui est approximativement là, illustré en jaune, donc ça constitue mon champ de vision ici, le champ de vision de l'observateur. Donc, CDV, champ de vision de l'observateur, c'est ce qui est en jaune ici. Excellent pour un premier exemple. Continuons avec un deuxième. Donc, un peu le même principe, mais légèrement différent dans l'application qu'on va en faire ici. Donc, on a ici un observateur qui est le point P, donc qui est celui-là. Donc, ça, c'est l'observateur, OBSV, encore une fois, pour ne pas mélanger avec l'obstacle. Donc, l'observateur qui est ici, et donc notre miroir, il est ici.
et il y a présence d'un obstacle. La position de l'obstacle est légèrement différente dans cet exemple-ci. Pourquoi? Parce qu'il est en quelque sorte devant l'observateur directement. C'est-à-dire qu'il est entre l'observateur et le miroir, ce qui n'était pas le cas dans notre premier exemple. Si vous regardez bien, il n'y a rien ici dans cet exemple-là qui gêne la vision de l'observateur avant que des rayons se rendent jusqu'au miroir. Donc ici, c'est le cas. Donc, comment est-ce qu'on va procéder ici? Bien, une des premières choses qu'on peut faire, c'est de définir quelle partie du miroir l'observateur peut-il voir dans cette situation. Donc, évidemment, il peut voir l'extrémité droite du miroir, donc ça va, il n'y a pas de souci avec ça. Peut-il voir l'extrémité gauche du miroir? Eh bien là, c'est plus compliqué parce que l'obstacle vient cacher, dans le fond, l'extrémité gauche. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'aller frôler l'extrémité de l'obstacle et ce faisant, donc ce qu'on va faire, c'est de venir définir la limite de ce que notre observateur peut voir en raison de l'obstacle, donc dans le miroir. Donc, tout ce que l'observateur voit du miroir, c'est la petite section qui est ici, là, entre les deux rayons que j'ai tracés. Ça ne définit pas encore notre champ de vision, puisqu'il faut tracer les rayons réfléchis si on veut faire ça. Évidemment, à ce point-ci, on pourrait tracer les rayons réfléchis assez facilement en traçant la normale ici, donc avec à 90 degrés par rapport à la surface du miroir, en mesurant les angles, bien sûr, donc sur ces normales-là. Je n'utiliserai pas cette technique-là ici parce que je n'ai pas de rapporteur d'angle, malheureusement, dans mon application. Mais je vais réutiliser, dans le fond, exactement la même technique que j'ai faite précédemment, à l'exemple précédent. Donc, c'est-à-dire que je vais aller mesurer la distance entre mon observateur et la surface du miroir, donc l'axe de symétrie qui est la surface du miroir. Et vous voyez ici, j'ai une, deux, trois, j'ai pratiquement la même mesure. Donc, une, deux, trois et une une graduation secondaire. Donc, trois graduations principales, une graduation secondaire. Donc, une graduation principale, deux graduations principales ici, trois graduations principales, plus graduation secondaire ici. Donc, le tout petit point que j'ai mis à la toute fin, là, ce serait l'image de mon observateur. Donc, je vais le tracer ici. Ça, c'est l'image de l'observateur. Donc, image au BSV. Et à partir de cette image-là, je peux tracer très facilement les rayons réfléchis, un peu comme je l'ai fait tantôt. C'est-à-dire que je m'aligne avec l'image de l'observateur et le point d'impact du rayon incident sur le miroir. Je peux tracer le rayon réfléchi en trait plein et le prolongement du rayon vers l'image de l'observateur en trait pointillé. Et on peut faire ça pour les deux rayons que nous avons ici. Donc, comme celui-là, voilà. Donc, trait pointillé jusqu'au miroir et ici ensuite trait plein pour la suite. Et encore une fois, les deux rayons réfléchis que j'ai tracés, je n'ai pas eu besoin de tracer la normale pour être capable de les tracer correctement. Et si je devais tracer la normale, mesurer les angles, je verrais que deux situations-là, avec les deux rayons, respectent parfaitement la loi de la réflexion. Cela dit, qu'est-ce que l'observateur voit dans le miroir? Bien, il voit tout ce qui se trouve entre les deux rayons que j'ai tracés il y a quelques instants. C'est donc dire qu'il voit toute la zone ici qui est en jaune. Évidemment, est-ce qu'il voit ce qui est devant lui? Est-ce qu'il voit les images directement dans son champ de vision réel devant lui? Bien sûr. Donc, c'est pas la question n'est pas de savoir ici est-ce qu'il voit les photos directement devant lui. La question est de savoir est-ce qu'il voit dans le miroir. Donc, dans le miroir, tout ce qu'il voit, c'est ce qui est en jaune. Évidemment, il verra devant lui les différentes photos, l'obstacle et tout ça, mais quand il regarde dans le miroir, tout ce qu'il peut voir, c'est ce qui se situe dans la zone jaune. Et puisque rien ne se situe dans la zone jaune, ben, il ne voit aucune des photos dans le miroir. Voilà, ça fait le topo pour la révision de la réflexion. Donc, dans un miroir plan, bien sûr, il va nous rester la réflexion dans un miroir courbe et on va faire ça à l'instant, à l'aide, encore une fois, d'un retour sur les principaux concepts et ensuite deux petits exemples pour compléter le tout. Je retourne à mon fichier PowerPoint ici pour la suite des choses dans les miroirs courbes. Donc, une fois que nous avions étudié les miroirs plans, on s'était intéressé aux miroirs courbes. Et la première considération que nous avions étudiée, c'était de dire, bon, ben, comment est-ce que les rayons réfléchissent dans les miroirs courbes? Et très rapidement, on en était venu à la conclusion que c'est pas terriblement différent
que dans un miroir plan. La loi de la réflexion est respectée. Seulement, il faut savoir comment tracer une normale dans un miroir courbe. Et donc, ce qu'on avait compris, c'est que la normale se trace à partir du centre de courbure. Petit rappel, un miroir courbe, c'est un miroir qui est un arc de cercle, qui est une portion de cercle. Donc, si je prolonge la surface d'un miroir courbe, j'obtiens toujours un cercle. Et au centre de ce cercle-là, bien sûr, il y a le centre du cercle. Et ce centre-là, on l'appelle centre de courbure du miroir. Rappelez-vous également qu'à mi-chemin entre le centre et le miroir lui-même, vous avez ici le foyer, qui est un point extrêmement important. Donc, c'est le point où tous les rayons parallèles convergent. Et donc, on va l'utiliser là, dans la prochaine diapositive, très certainement. C'est un point qui est nécessaire. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, imaginons que j'ai un rayon qui arrive ici avec un certain angle que je ne connais pas. Bien, si je veux calculer justement cet angle-là, donc dans un miroir plan, la normale se trace perpendiculairement à la surface. Eh bien, dans un miroir courbe, elle se trace en ligne directe avec le centre de courbure. Et alors, si je calcule l'angle ici que forme mon rayon par rapport à la normale à partir du centre de courbure, je peux ensuite reproduire cet angle-là de l'autre côté de la normale et trouver donc le rayon réfléchi. Et ceci fonctionne également, ça c'est un miroir concave que nous avons ici, nous avons illustré un miroir concave, ça fonctionne parfaitement aussi avec un miroir convexe. Donc, si on a un rayon qui arrive sur la surface d'un miroir convexe, le voici, je peux encore tracer ma normale en ligne directe avec le centre de courbure. Bien important de considérer que cette normale-là, elle peut traverser la surface sans problème du miroir. C'est une ligne imaginaire. Donc, ce n'est pas un rayon lumineux. Je peux tracer ma normale en lien avec le centre en faisant traverser celle-ci. Je calcule l'angle que fait le rayon par rapport à la normale et je reproduis cet angle de l'autre côté. Et ainsi, donc, on obtient un rayon réfléchi. Donc, principe très simple, mais évidemment, si on a plusieurs rayons à tracer, ça peut être long à chaque fois de tracer les normales, mesurer les angles, etc. Et c'est pour ça qu'on en était venu, dans un deuxième temps, à essayer de repérer des trajectoires, si vous voulez, notoires, intéressantes de certains rayons, qui ne nécessitent pas absolument le traçage de la normale et le calcul des angles. Et on en était venu à déduire 3 trajectoires principales comme celle-là, qu'on avait bien sûr notées dans notre fameux tableau dont vous vous souvenez certainement. Donc, dans cette partie du tableau consacrée au miroir, on avait vu en premier lieu, bien sûr, qu'un rayon incident qui est parallèle à l'axe principal, donc sera réfléchi directement au foyer. Et donc, on peut tracer ce rayon-là sans même tracer la normale, sans même calculer les angles. On sait que ce sera toujours le cas, ou presque, si on ne tient pas compte, bien sûr, des considérations d'aberration sphérique, dont on avait peut-être là très rapidement parlé. Mais bref, pour nous, on va toujours considérer que les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe principal seront réfléchis directement au foyer. C'est tout aussi vrai dans le cas d'un miroir convexe. Donc, je vous rappelle ici qu'à gauche, ce sont des miroirs concaves qui sont illustrés. À droite, ce seront toujours des miroirs convexes. Donc, dans les miroirs convexes, c'est la même chose. La seule chose, par contre, évidemment, c'est que le rayon ne se rendra pas directement au foyer, puisqu'il traverserait ainsi la surface du miroir, ce qui est impossible, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relier au foyer. Donc, son prolongement sera en ligne directe avec le foyer, de sorte que le rayon, lui, sera réfléchi dans le sens inverse. La deuxième loi était exactement l'inverse, le contraire de la première. Donc, c'est-à-dire que si on a un rayon incident qui passe par le foyer, bien, le sens contraire nous indique que le rayon va réfléchir tout à fait parallèlement à l'axe principal. Et encore une fois, même principe dans un miroir convexe, le rayon ne se rendra jamais directement au foyer, c'est-à-dire qu'il va seulement être aligné avec le foyer, donc son prolongement se rendrait au foyer, et le rayon réfléchi, dans ce cas-là, serait parallèle à l'axe principal. Dernière possibilité, un rayon qui passe par le centre de courbure, le rayon sera réfléchi sur lui-même, et la raison pour cela, elle est simple, c'est qu'un rayon qui passe par le centre de courbure, c'est un rayon qui passe par la normale.
Si un rayon passe par la normale, c'est que son angle d'incidence est de 0, et donc par la loi de la réflexion, son angle de réflexion est également 0. Et donc il reviendra nécessairement sur lui-même. Même principe pour les miroirs convexes. Évidemment, le rayon ne se rendra jamais au centre. Son prolongement peut le faire, et le rayon, lui, va réfléchir directement en sens contraire. Donc, ces trois lois-là nous permettent de tracer des trajectoires rapides, efficacement, de rayons. Et évidemment, ça, c'est très utile pour faire ce qu'on fera en dernier, c'est-à-dire tracer des images produites par des miroirs courbes, puisque pour obtenir ces images, ce qu'on doit faire, c'est de tracer à partir de l'objet deux rayons et de regarder ensuite le point de croisement de ces rayons. Et d'ailleurs, avant de faire ça, on va se rappeler des différentes propriétés que peuvent avoir nos images lorsqu'on les trace à l'aide de deux rayons dans les miroirs courbes. Donc évidemment, on étudiait, à chaque fois qu'on regardait, on traçait une image, on étudiait la grandeur, c'est-à-dire est-ce que l'image elle est plus grande ou elle est plus petite que l'objet. C'est généralement assez facile à déterminer. Ensuite, il y avait aussi le sens. Est-ce que l'image, donc, elle est droite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pointe vers le haut, ou encore elle pointe vers le bas, elle est renversée. Et là, c'est important ici que le sens, on se rappelle qu'il n'est pas relatif à la position de l'objet. Le sens, c'est une propriété absolue, c'est-à-dire que si votre objet pointe vers le haut, donc il est droit, si l'image pointe vers le haut, elle est droite, peu importe la position de l'objet. Donc, ce n'est pas en relation avec l'objet, c'est toujours le sens absolu. Pointe vers le haut, c'est droit, pointe vers le bas, renversé. Et le dernier concept, la dernière caractéristique qui souvent posait problème, c'était la nature de l'image. On se rappelle qu'il y avait deux possibilités, l'image était réelle ou encore virtuelle. Et on se rappelle que là, il y a plusieurs façons de considérer quand est-ce qu'une image est réelle, quand est-ce qu'une image est virtuelle. Et j'insiste encore une fois sur le fait que je crois que la meilleure façon de se rappeler de réel et virtuel, c'est de le considérer sous la forme, est-ce que l'image est formée par les rayons réfléchis qui se croisent, ou est-ce qu'il faut prolonger les rayons réfléchis pour trouver un point de croisement et donc trouver la position de l'image. Et c'est la meilleure façon, selon moi, c'est la façon qui est la plus efficace et qui fonctionnera également pour les lentilles. Si certains s'en rappellent avec la position de l'image, est-ce qu'elle est devant ou derrière le miroir? Encore là, ça peut être sujet à problème si on compare aux lentilles. Cette définition-là ne tiendra plus. Donc, c'est pour ça que je vous suggère fortement de retenir. Est-ce que l'image est formée par les rayons ou est-ce qu'elle est formée par les prolongements des rayons? Et cette seule définition-là sera valide, donc à la fois pour les miroirs et à la fois pour les lentilles. Donc, complétons ici notre révision à l'aide de deux exemples de production d'images à l'aide de miroirs courbes. Donc, deux exemples ici très très simples où on va vouloir donc où on a un objet qui est placé devant un miroir et on veut tout simplement obtenir l'image et on veut donner également les caractéristiques de cette image-là. Donc, voyons notre premier objet ici, placé devant un miroir concave. Répétons-le, c'est important de s'en rappeler. Donc, on peut tracer ici deux rayons à partir de la pointe de notre objet. Commençons d'abord par un rayon qui est parallèle plutôt qui est parallèle à l'axe principal. Donc, n'oubliez jamais d'indiquer vos flèches sur vos rayons, surtout dans les schémas avec les miroirs courbes. C'est très important de savoir quel est le rayon incident, quel est le rayon réfléchi. Donc, un rayon incident qui est parallèle à l'axe principal sera réfléchi au foyer. Donc, à partir du point d'impact ici du rayon, on peut tracer un rayon réfléchi donc, vers le foyer. Ça va nous en prendre un deuxième. On peut faire la deuxième loi. Donc, un rayon incident qui passe par le foyer sera réfléchi parallèlement à l'axe principal. Donc, le voici, rayon incident qui passe par le foyer. Et le rayon réfléchi sera, quant à lui, parallèle à l'axe principal. Évidemment, vous pourriez avoir des petites variations dans votre dessin. C'est bien certain, là, c'est pas extrêmement précis là, ce que je fais ici, mais quand même, ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe. Et donc, au point de croisement des deux rayons réfléchis, ce point de croisement se situe ici même, on retrouve l'image de la pointe de notre flèche qui représente l'objet. Et donc, la base reste toujours sur l'axe principal, de sorte que notre image, elle est formée ici. Donc, la voici l'image.
Quelles seraient les caractéristiques de cette image? Ben, c'est clair, simplement à regarder le schéma qu'elle est plus petite. Elle est également renversée, ça fait pas de doute, elle pointe vers le bas. Et là, la question qui tue, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Mais puisqu'elle est formée par les rayons réfléchis qui se croisent, dès lors, on considère que cette image est réelle. Donc, pour ceux et celles qui ont du mal à se rappeler les cas d'image virtuelle, on va voir ça, là, évidemment, dans notre deuxième exemple, ce sera un cas d'image virtuelle. Donc, en parlant de deuxième exemple, ben, procédons avec ce deuxième exemple ici, où nous avons ici un miroir convexe. Donc, voilà. Et on a un objet placé à une certaine distance de celui-ci. Donc, encore une fois, on veut tracer deux rayons. Je pourrais peut-être tracer les rayons, tiens, 2 et 3, c'est-à-dire un rayon qui se dirige vers le foyer, qui réfléchira parallèlement, et un rayon qui se dirige vers le centre. On n'a pas tracé ce rayon-là dans la première situation. Donc, allons-y. Donc, commençons par un rayon qui se dirige au foyer. Et là, évidemment, dans le cas d'un miroir convexe, il faut se rappeler que les rayons ne se dirigeront pas réellement vers le foyer. Donc, c'est-à-dire que les rayons vont être alignés au foyer et le prolongement, quant à lui, sera directement au foyer. Et donc, ça, c'est le rayon incident. Comment va réfléchir un tel rayon? Bien, il sera réfléchi parallèlement à l'axe principal. Donc, le voici, le rayon réfléchi. Voilà, parallèle à l'axe principal. C'est notre rayon. Maintenant, deuxième rayon que j'ai choisi de tracer, je le disais tantôt, c'est le rayon qui passe par le centre. Donc, un rayon qui passe par le centre ici, je vais aligner donc le sommet de ma flèche ici avec le centre. Évidemment, le rayon ne se rendra jamais au centre, son prolongement seulement le fera. Et donc, le rayon incident était comme ça, et le rayon réfléchi, bien, rappelons-nous que dans le cas d'un rayon qui se dirige vers le centre de courbure, celui-ci sera réfléchi sur lui-même. Donc, on peut faire une flèche ici dans l'autre sens pour indiquer qu'il reviendra directement sur lui-même. Maintenant, où se situe notre image? Eh bien, il faut donc trouver le point de croisement des rayons réfléchis. Donc, quels sont nos rayons réfléchis? Le premier rayon réfléchi qu'on a, c'est celui-là qui est parallèle à l'axe principal. Et le deuxième, ben, c'est celui qui est, dans le fond, concomitant là, avec notre rayon incident, donc celui qui passe par le centre, qui est réfléchi sur lui-même. Donc, il apparaît très clair que ces deux rayons-là ne se croisent pas du côté de l'objet. Et donc, si on veut trouver un croisement pour ces deux rayons-là, on doit les prolonger du côté vers l'arrière du miroir, si vous voulez, là. Et donc, ici, mon deuxième rayon, là, celui qui passait par le centre, est déjà prolongé. Je n'ai qu'à prolonger celui qui était parallèle à l'axe principal. Et donc, je vais me retrouver ici avec un point de croisement entre mes deux prolongements, qui serait à peu près ici. Et donc, j'obtiens une image environ ici. Voici l'image obtenue par le miroir. Et cette image, encore une fois, sera plus petite. Elle sera cette fois-ci droite, puisqu'elle pointe vers le haut. Et, roulement de tambour, elle sera bien sûr virtuelle, puisqu'elle n'est pas formée par les rayons qui se croisent, mais plutôt par leur prolongement, le croisement des prolongements des rayons. Donc, sachez également que dans le cas des miroirs convexes, les trois caractéristiques que vous avez ici, plus petite, droite et virtuelle, sont toujours les trois mêmes caractéristiques. Peu importe la position de votre image, l'image produite par un miroir convexe sera toujours plus petite, droite et virtuelle. Donc voilà, ça complète notre révision très rapide, certainement du chapitre 1. Donc, nous avons revu les concepts liés au miroir plan, donc la loi de la réflexion, le champ de vision, la formation des images, et également les mêmes concepts liés au miroir courbe, donc les rayons principaux notamment, et le traçage des images à l'aide de deux rayons, ainsi que les caractéristiques de ces images. J'espère bien que ces informations vous seront utiles dans votre révision et vous aideront à vous souvenir un peu là, des différents concepts que nous avons vus cette année. Et donc, on se dit à la prochaine pour un autre tutoriel.